Eh bien, chers auditeurs, bonjour. Eh bien, bienvenue pour ce 84e numéro du Libre Journal de Jean-Michel Vernochet. Ici, Monsieur V au micro. Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. On vous souhaite une bonne année, en espérant qu'elle puisse vous apporter du bonheur, contrairement à 2022, même si les nouvelles ne sont pas forcément les plus positives et les plus glorieuses. C'est ce que nous allons d'ailleurs décortiquer ensemble ce soir avec Jean-Michel Vernochet. Bonsoir. Oui, bonsoir Monsieur V, bonsoir à toutes et à tous, et nos vœux pour que la situation change, pour qu'il y ait un grand renversement de tendance, que la guerre cesse en Ukraine, que Monsieur Macron dégage, il ne mérite que ça, et que une bonne majorité, trouve un bon président de la Chambre des représentants aux États-Unis qui fasse un peu, non seulement le nettoyage, drainer le marécage, disent-ils, et surtout fasse sortir les dossiers qui ont été enterrés, notamment, entre autres, par le FBI, qui est en fait un État dans l'État, qui fait partie de l'État profond et qui est l'un des chefs d'orchestre du mensonge universel, de l'empire du mensonge, qui n'est pas tant un empire russe qu'un empire américain. Oui, et alors, est-ce que le sort du coup de la France et d'ailleurs de l'Est se joue à Washington avec ce nouveau président de la Chambre des représentants avec son élection? De l'Est, de l'Ouest, enfin tout dépend de quel endroit on se met. C'est vrai que l'Europe est à l'Est de Washington, ça c'est sûr. Écoutez, là on était à la dernière heure, la Chambre des représentants n'avait pas élu un président pour remplacer la sorcière Nancy Pelosi. Il y avait déjà eu 3 tours, peut-être 4. Et Kevin McCarthy, qui avait le soutien de Donald Trump, mais un soutien apparemment du bout des lèvres, ne pouvait toujours pas rassembler une majorité, puisqu'il y avait 19, puis 20 élus qui refusaient de lui apporter sa caution. Alors on va voir, je vais vous dire, on va voir pourquoi, hein, et il demandait de les reporter sur quelqu'un d'un peu plus accurate, rigoureux, Jim Jordan, représentant de l'Ohio, c'est-à-dire représentant, ça veut dire député. Hein. Alors, il faut 218 voix pour être élu, et le quota n'est évidemment pas atteint. Alors, oui, ça se joue à Washington. L'Europe est à la remorque de la locomotive américaine. Tout ce que nous faisons se décide là-bas. Nos pénuries énergétiques en cours, l'inflation, ça ne vient pas de Monsieur Poutine. Nous tirons nous-mêmes des balles dans le pied, dans le genou, dans la hanche, par des sanctions absurdes, dans des guerres qui normalement nous regardent, mais nous regardent normalement pour la bonne cause, c'est-à-dire pour une intermédiation qui aille dans le bon sens, alors que là, nous sommes, comme vous le savez tous, co-belligérants dans un conflit qui, encore une fois, ne nous regarde pas directement, et un conflit qui n'est pas tombé du ciel, qui se prépare depuis 2003, depuis le début des années 2000, quand les services américains, les grands services, je pense à la CIA, mais pas seulement, avaient mis en œuvre une politique de changement de régime, c'est-à-dire de renversement des majorités élues démocratiquement dans un certain nombre de pays. Alors bien sûr, il y avait dans le lot, il y avait des régimes autoritaires, mais je pense à l'Irak. Est-ce que la Syrie est un régime autoritaire? Oui, peut-être, ou non, je ne sais pas. La Tunisie, ça a été un peu plus tard, en 2011, mais le ton a été donné à partir de 2003 et de la guerre contre l'Irak. Oui, et alors qu'est-ce que ce président de la Chambre pourrait avoir comme incidence, comme influence, disons, sur l'OTAN, qui en fait, il s'agit surtout, au-delà de la question ukrainienne, il s'agit surtout de l'expansion de l'OTAN, en fait. Et est-ce que les personnes qui appellent à soutenir... C'est l'expansion de l'OTAN. Oui. La Russie ne demande rien d'autre que de renégocier, de revoir, de remettre sur la table les règles de sécurité qui sont appliquées à l'Europe, qui accepterait d'avoir des missiles à vocation éventuellement
nucléaire, tout sur son pourtour, à ses frontières, dans la mer Baltique, sous couvert d'ailleurs au départ d'avoir un bouclier antimissile contre les missiles iraniens. C'était une vaste plaisanterie, et d'avoir un OTAN qui gagne, qui grignote du terrain et qui encercle littéralement la Fédération de Russie. Alors, je n'ai pas tout à fait répondu à votre question en un mot. Tout à l'heure, la première question, le sort de la France et de l'Europe se décide à Washington, c'est clair. Nous sommes dépendants surtout à tout point de vue. Les conséquences des politiques actuelles sont terrifiantes. Monsieur Macron, dans des vœux grotesques, il n'y a pas d'autre terme, ineptes, les vœux du hâbleur qu'il est et qu'il ne sera jamais, il ne sera jamais autre chose, nous dit on va réindustrialiser. Mais au contraire, la situation va désindustrialiser, pas seulement parce que l'énergie coûte cher, mais parce que les entreprises saines vont aller par exemple au Canada, aux États-Unis. Je préférerais qu'elles aillent au Québec pour rechercher des conditions, des conditions fiscales et des conditions énergétiques qui leur soient favorables. Là, donc, on vient d'enclencher, on va vider, on a installé une pompe aspirante pour vider les débris de notre parc industriel pour les envoyer aux États-Unis. Alors maintenant, que peut faire la Chambre des représentants? Il faut savoir que c'est elle qui vote les lois fédérales. La Chambre des représentants est réélue tous les 2 ans. Hein. Elle a une durée de vie de 2 ans. Et c'est son union, sa communion avec le Sénat qui crée ce qu'on appelle le Congrès des États-Unis. Donc, le Sénat, c'est une chose, mais tout le monde a hurlé, les républicains n'ont pas la majorité au Sénat, encore que ça se joue, c'est ric-rac, ça se joue à 1 ou 2 voix près, et il y a toujours des transfuges dans certains cas. Donc, le Congrès, ce sont les républicains qui ont la majorité au Congrès. Voilà. Alors, la Chambre des représentants vote les lois fédérales. C'est pas n'importe quoi, fédéral, hein. Pas fédéral au niveau des États, mais fédéral au niveau les États-Unis sont une fédération. C'est eux qui détiennent l'initiative du budget, et donc notamment militaire. Si ce sont les républicains, il n'est pas sûr qu'ils veuillent continuer à creuser le trou. On en est à presque, je vous rappellerai qu'on en est à presque 100 milliards d'investissements sur la tête de M. Zelensky, qui en détourne, il faut le dire, et ce n'est pas être mauvaise langue que le dire, parce que c'est un fait avéré, qui en détourne une petite partie ou une plus grosse partie. Je vous renvoie au Pandora Papers pour ses frais personnels, ses petits frais. Paraît-il, il viendrait de s'acheter une immense villa en Israël, paraît-il. Je n'ai pas été vérifié. Un truc gigantesque. Comme ça, il peut aller s'abriter en cas de revers de fortune, mauvaise fortune militaire. Il pourra toujours aller s'abriter là-bas. Donc, c'est aussi la Chambre des représentants qui, en dehors du budget, et notamment du budget militaire, peut voter la mise en accusation d'un haut fonctionnaire du gouvernement, établir un dossier d'accusation, notamment en particulier dans la procédure de destitution du président, ce qu'on appelle l'impeachment. Or, la question est à l'ordre du jour, puisque déjà, l'Amérique est un pays de tractation, de discussion. Les 20 élus républicains qui ne veulent pas donner leur vote en faveur de Kevin McCarthy, qui, soulignons-le, est un Californien. Donc la Californie, c'est le pays de naissance du wokisme. C'est quand même un drôle de pays. L'économie californienne est au bord de la faillite, mais en temps ordinaire, il y a quelques années, c'était encore l'équivalent d'un gros État européen. Bon, donc les 20 durs avaient obtenu des concessions de M. McCarthy pour pouvoir voter pour lui, notamment une enquête sur le dossier Hunter Biden. Vous savez que, alors là, je parlais du FBI tout à l'heure, que le FBI avait fait passer sous le tapis, avait occulté complètement le dossier du fils du président Biden, et un homme qui avait
des intérêts financiers, économiques très étroits avec l'Ukraine, comme par hasard, l'un des pays les plus corrompus de la planète, et cet ordinateur qu'il avait nonchalamment oublié chez un réparateur, mais en oubliant de vider le disque dur, parlait de sexe, montrait des vidéos où il avait des ébats avec des mineurs. C'est un homme qui se drogue, qui est corrompu, et donc cela aurait dû déboucher ça pourrait déboucher sur la destitution de papa, qui, on le sait, était en relation avec son fils étroite, en relation d'affaires sur l'Ukraine et également sur la Chine. Le dossier de l'ordinateur de Hunter Biden aurait dû sortir au moment des élections, et là encore, ça a été mis sous le boisseau, mais comme beaucoup d'autres dossiers. Donc voilà, donc c'est ce qui vous donne une idée du pouvoir de la Chambre des représentants et des enjeux qui y sont liés. Les enjeux qui sont liés, c'est l'enjeu de la guerre, c'est l'enjeu de l'avenir de l'Europe qui est sous étroite dépendance. Je ne sais pas comment nommer cette dépendance. Elle mérite des qualificatifs peu aimables comme servilité. C'est pas un qualificatif, mais c'est pas grave. Servile. Et donc la clé est peut-être là. Si la Chambre des représentants n'arrive pas à avoir une cohérence, une cohésion et avoir une politique véritablement ordonnée, eh bien, on est reparti maintenant pour un cycle démocrate qui va durer encore 2 ans de toute façon jusqu'aux prochaines présidentielles. Mais on sait que le camp républicain est divisé. Il y a DeSantis qui aujourd'hui, pour utiliser ce mot américain, est un challenger de M. Trump, qui est âgé, il a 78 ans, ou il aura 78 ans au moment des élections, donc 82 s'il était élu. Et peut-être que l'Amérique n'est plus prête à prendre un président hors d'âge. Donc le parti républicain est un parti divisé et malheureusement, il ne marche pas comme un seul homme à la manœuvre. Peut-on s'attendre à une offensive hivernale de la part de Moscou ? Aujourd'hui, le président Poutine, sur la recommandation du patriarche Kirill, alors j'entendais tout à l'heure sur BFM dénommé Colosimo, qui est soi-disant spécialiste des questions religieuses, nous disant que Kirill était un ancien agent du FSB, que c'était au fond un pantin, etc., que le véritable patriarcat était à Constantinople. Non et non. Moscou est considéré comme la troisième Rome, et je rappellerai aussi qu'on a eu un pape éminent en la personne de Jean-Paul II, qui était un grand pape, dont l'ascension à l'intérieur de l'Église polonaise n'a pu se faire qu'avec l'aval des services de sécurité et des services de sécurité notamment du KGB russe. À l'époque, l'Église était surtout depuis Khrouchtchev, qu'elle soit en Russie même, dans l'Union soviétique, il ne faut pas parler de Russie, mais de l'Union soviétique ou dans les pays satellites, était sous étroite surveillance et étroitement cornaquée par les services politiques. Jean-Paul II s'en étant émancipé, et d'ailleurs il a développé une politique de national-catholicisme qui a joué un rôle prépondérant dans la chute de l'Union soviétique. Il y a eu plusieurs faits, il y a eu la défaite afghane, le retrait des troupes, la guerre d'Afghanistan avait coûté très cher à l'Union soviétique, mais également il y a eu Tchernobyl, qui a été une véritable guerre, qui a coûté des dizaines de milliers d'hommes, et ça dont on parle très peu, et puis le national-catholicisme polonais. Alors, oui, j'avais fait cette incidente pour dire que Poutine, avec le patriarche Kirill, ont annoncé non pas un cessez-le-feu, mais une suspension des combats du côté russe pour 36 heures pour la Noël orthodoxe. C'est quelque chose d'important. Les troupes vont pouvoir souffler
en principe, en apparence, parce qu'il n'est pas dit du tout que les Ukrainiens cessent leurs attaques, cessent leurs bombardements, cessent ceci et cela. Donc les combats seront arrêtés, suspendus de façon unilatérale, mais certainement pas de façon bilatérale. Alors, votre question, Monsieur V, c'était? Oui, peut-on s'attendre à une nouvelle offensive hivernale de la part de Moscou? Écoutez, l'Ukraine l'annonce, ce qui permet à M. Zelensky d'aller mendier, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, des munitions pour ses canons aux États-Unis. Des munitions de 155 qui sont des munitions très coûteuses, ou des roquettes pour ces fameux HIMARS qui ont tué au moins une grosse centaine de jeunes soldats qui venaient d'arriver sur le front et qui ont eu la sottise, malgré les interdictions, de servir de leur téléphone portable. Il aurait fallu le leur retirer. Ça n'a pas été fait, c'est une erreur, mais on apprend de ces erreurs aussi. Et il est vrai que pour utiliser cette figure atroce, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, et que la guerre est quelque chose de cruel, de brutal, et que comporte un certain nombre de morts. Juste, injuste, la question n'est pas là. Ça fait partie du jeu, si l'on peut dire. Alors, c'est vrai qu'il y a eu la visite du président Poutine à Minsk, voir Monsieur Loukachenko, le président de Biélorussie. On pense qu'une offensive pourrait être lancée à partir de la Biélorussie, qui viserait directement Kiev. On viendrait à ce qui s'est passé il y a 12 mois, bientôt 12 mois, on en est à 11 actuellement, et qu'il y aurait une tentative de percer de ce côté-là pour décapiter le pouvoir civilo-militaire de Kiev. Bon, on ne le sait pas, parce que si on écoute les grandes chaînes qui nous serinent à longueur de temps que la Russie est à bout de souffle, que M. Poutine a 3 cancers, 4 pathologies cardiaques et des tumeurs cérébrales, qu'il est prêt à se rendre, qu'il cherche déjà un point de fuite pour se réfugier. Je ne sais pas où il pourrait se réfugier, le pauvre. Que bientôt il sera enfermé au Kremlin comme le président. Comment s'appelait-il? Celui qui était enfermé à la Moneda et qui s'est suicidé devant la Moneda, le président chilien. Allende? J'ai le nom sur le bout de la langue, mais il ne vient pas. Enfin bref, que la situation est catastrophique, que les Russes n'ont pas à manger, n'ont rien, n'ont pas de vêtements, pataugent dans la boue et sont au bord de se rendre. Et ils se rendent d'ailleurs, paraît-il, on les voit pas très bien. Et en même temps, on nous dit que la Russie est prête à lancer une nouvelle offensive. Alors il est vrai qu'il y a les 300 000 soldats, mais qui ne seront pas passés les 300 000 non pas appelés, qui sont une nouvelle réserve, non pas des réservistes, mais qui sont des appelés tout court, mais ils ne sont pas encore intégrés. Surtout, si j'ai bien compris, la méthode russe consiste non pas à faire passer les jeunes hommes dans des camps d'entraînement, mais à les former carrément sur le terrain. Je dis pas directement aux premières lignes du combat, mais encore que ceux qui sont morts étaient à une quinzaine de kilomètres ou une vingtaine de kilomètres de la ligne de front, ce qui prouve qu'ils n'en étaient vraiment pas loin. Bon, on annonce aussi que on prépare une nouvelle mobilisation en Russie qui pourrait concerner 1 million et demi d'hommes. La Russie a effectivement des réserves, mais surtout, je crois que la Russie a le temps. C'est en Occident, on est pressé parce que les arsenaux se vident, aussi bien européens que la production, l'industrie ne suit pas. Encore une fois, il faut du temps pour usiner un obus. Alors ne parlons pas, pour un canon César, ça prend 1 an et demi. C'est du matériel de précision, c'est de l'horlogerie suisse, si je puis me permettre.
Et donc, on se demande qui sera finalement le premier à bout de souffle. Hein. On peut utiliser l'image du bras de fer. Il y a celui qui, à un moment donné, lâche parce qu'il ne peut plus tenir. Et cette guerre peut aussi bien attraire, épuiser l'économie américaine qui connaît une certaine inflation. J'ai dit que nos entrepreneurs iraient peut-être se réfugier là-bas parce que l'énergie est encore à un coût incomparablement, non pas dérisoire, mais incomparablement plus faible que celui que nous connaissons ici en France et en Europe. Mais on ne s'étendra pas sur le sujet, c'est suffisamment traité par ailleurs. Mais en même temps, l'Amérique est un pays qui se porte profondément mal. Les élites de la côte Est comme de la côte Ouest ne représentent pas les millions, les dizaines de millions d'Américains qui ne savent même pas où est l'Ukraine, à peine s'ils savent où est la France, et qui ne veulent pas qu'on dilapide leur argent dans des guerres. Ils en ont connu assez, hein, ces 30 dernières années. Ça a commencé en 91 par l'Irak et l'opération Tempête du désert. Puis en 99, enfin il y a eu la Somalie aussi entre-temps. En 99, c'était la Serbie, enfin la fédération yougoslave, 78 jours de bombardement avec des tonnages de bombes qui ont dû approcher ceux qui avaient été déversés pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, les bombes étaient peut-être moins efficaces maintenant qu'elles ne l'étaient autrefois. Enfin, toujours est-il que l'Amérique est en train de sombrer, elle aussi, dans un marasme post-industriel, ce qui d'ailleurs est un facteur de risque. Parce que si l'Amérique a le dos au mur, eh bien, elle voudra peut-être se jeter au visage de la Russie, ce qu'elle est en train de faire, et on peut penser, il y a aussi des signes précurseurs qui nous annoncent que les choses pourraient aller de plus en plus mal. Alors, faut-il vendre la peau de l'ours russe ou alors de l'aigle américain avant de l'avoir tué Oui, le pauvre aigle américain qui perd des plumes. Il y a des informations qui sont tout à fait inquiétantes. Le chef d'état-major des armées avec un A majuscule, le général Burkhard, s'est rendu à l'école de guerre de Coët-Quidan où nous formons nos jeunes officiers. Et leur a dit qu'ils devaient se préparer, donc psychologiquement, mais également physiquement, à se trouver confrontés à la Fédération de Russie. Donc encore une fois, c'est plus qu'inquiétant, sachant que l'Europe et la France préparent des super exercices militaires en Europe. Des manœuvres géantes de l'armée française sont prévues en 2023. Ces manœuvres qui vont engager des dizaines de milliers notamment celles qui auront lieu en France, dans l'est de la France, en Champagne plus exactement, avec une profondeur de 50 km et un front de 200 km. Vous voyez, comme si on prévoyait déjà l'arrivée des chars soviétiques. Non, il n'y a plus de chars soviétiques en France. Enfin, ce ne sont pas des petites manœuvres. L'OTAN va aussi se mobiliser. Ce sont des préparatifs. Bien sûr, on peut dire que ce ne sont que des gesticulations, que des démonstrations de force. Mais enfin, a-t-on besoin de faire des démonstrations de force puisque nous ne sommes pas en guerre, comme l'a dit le président Macron, nous ne sommes pas en guerre contre la Russie et nous ne sommes même pas des co-belligérants. Sauf que la France vient de livrer ou est en train de livrer des blindés légers, mais armés de canons de 105 mm, je crois, qui sont des engins très véloces, qui se déplacent, qui ont une très grande mobilité et qui peuvent, à l'appui de troupes terrestres, jouer un rôle important. Nous ne sommes pas co-belligérants, mais les premiers blindés qui arrivent sur le front ukrainien vont être des blindés français. Mais nous ne sommes pas en guerre. Mais nous ne sommes pas en guerre, bien sûr, c'est le en même temps. En même temps, nous ne sommes pas en guerre. Et également, Madame von der Leyen, comme j'aime à la nommer, annonce que 300 milliards
d'euros de la Banque centrale russe qui avaient été déposés dans les banques européennes, qui étaient gelés, on le sait, qui étaient déjà gelés, seront maintenant séquestrés. C'est-à-dire, c'est du banditisme pur et simple. Hein. Séquestrés, ça veut dire on les vole. Voilà, c'est du brigandage. Et ils seront utilisés pour la guerre contre la Russie. Bon, je pense que ça relève d'un acte de guerre. Jens Stoltenberg, le patron suédois de l'OTAN, nous dit que nous sommes en train de discuter sur comment aider l'Ukraine à avancer vers l'adhésion à l'OTAN. Alors, ça semble extraordinaire. Parce que normalement, l'OTAN ne peut pas. D'abord, les procédures sont très longues, durent des années, et puis en plus, on ne peut pas admettre un pays qui est déjà en guerre. Parce que je vous rappelle qu'il y a sur la base de l'article 5, les 30 pays de l'OTAN, Italie comprise, hein, et France bien entendu, doivent envoyer leurs propres forces armées combattre contre les forces, contre un État agresseur. Donc ça veut dire que toute l'Europe, si l'Ukraine entrant dans l'OTAN excipait de cet article 5, devrait se mobiliser pour entrer en guerre ouverte contre la Russie. Et donc une nouvelle guerre mondiale, sans aucun doute, quoi. Je pense que c'est comme ça qu'il faut la qualifier. Je pense aussi que c'est peut-être ce que veulent les États-Unis. Alors tout ça n'est pas très gai en ce début d'année. Hein. On pourrait la souhaiter plus heureuse et plus sereine, mais les États-Unis, si la guerre se passe en Europe, ils sont pas touchés. Ça sera pas sur leur territoire une fois de plus. Je pense que c'est une bonne affaire puisque si guerre il y avait, eh bien que ce soit non seulement les industries allemandes, françaises et autres déménageraient vers les États-Unis, mais surtout les savoir-faire, les brevets. Et donc la substance économique, technique, intellectuelle, scientifique de l'Europe, eh ben, serait aspirée par la grande Amérique qui s'emporterait. Vous savez, il y avait un film autrefois qui était plutôt rigolo qui s'appelait Le Blob. Alors le blob aspirait, c'était une espèce de masse gélatineuse rigolote, qui grossissait en aspirant tout ce qui passait à sa portée. Voilà. L'Amérique c'est une sorte de blob, enfin c'est un blob qui nous fait pas trop rire. Oui, chaque guerre en Europe n'a fait que engraisser les États-Unis à chaque coup, en fait. Et là, c'est tout leur intérêt qu'on se mette encore, qu'on se foute sur la gueule, pour parler crûment, et puis qu'en fait, ils en tirent encore les bénéfices. Tous les cerveaux, les industries. J'ose pas faire cette allusion à un livre que je lisais l'autre jour, écrit en 1941. J'ai pas été vérifié sur Wiki qui était l'auteur, Georges Suarez, le nom est connu. Mais il y a une chose qui me frappe, c'est que la chancellerie allemande, donc le chancelier Hitler, demandait, avant le lancement de la guerre, demandait aussi des garanties sur les effets délétères du traité de Versailles. Il a fait de nombreuses propositions à la France, à l'Angleterre, qui ont toutes été déniées. Ça me fait penser au président Poutine, qui ces 20 dernières années a fait aussi des propositions il a même voulu à un moment donné, la Russie, ce n'était pas Poutine, a voulu entrer dans l'OTAN, voulait être intégré à l'Europe. Et tout ça a reçu une fin de non-recevoir. Et là où la crise ukrainienne a démarré parce qu'il y avait une menace, comme il y a eu en 2008 une crise géorgienne, parce que il y avait encore une fois la Russie ne peut pas tolérer qu'elle ait des missiles à potentiellement des vecteurs potentiellement nucléaires qui soient basés à ses frontières et qu'elle soit entourée, encerclée, endiguée, comme disent les Américains, par une ceinture de base américaine. N'oublions pas que la guerre contre la Yougoslavie a permis l'installation d'une des plus grandes bases, si ce n'est la plus grande base américaine, donc à l'est de l'Europe, au Kosovo, le fameux camp Bondsteel. Alors aujourd'hui,
en voyant la France et l'Union européenne se préparer à la guerre, est-ce que la Russie est vue aujourd'hui comme un État terroriste? Alors, ça fait partie de l'escalade verbale, ça fait partie aussi de l'escalade sémantique, avec les 300 milliards qui ont été séquestrés, c'est-à-dire, faut traduire ça, sortir de la novlangue. Séquestrer, ça veut dire voler. Et, et utilisé contre la Russie elle-même, on utilise son propre argent, mais ça veut dire que ça détruit toute la confiance dans le système économique et financier international. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur le sujet, que l'Amérique ne s'étonne pas qu'il y ait des paniers de monnaie qui viennent se substituer à la domination, à la tyrannie même du dollar, et que des alliances économiques comme l'Organisation de coopération de Shanghai, par exemple, ou les fameux BRICS, ne prennent également le relais sur le système multilatéraliste américain, dans lequel les Américains, c'est un attelage, tiennent les rênes. Alors, Russie est un terroriste, oui. Le 23 novembre, c'est la date exacte, le président Macron, vous voyez, je dis le président, je suis aimable, j'ai pas dit le guignolo. Hein. Une petite parenthèse, quand il est allé voir Monsieur Biden, je l'ai vu, il avançait avec une main dans les poches. C'est pas tellement une tenue qui convient. Il n'était pas totalement débraillé. Ce jour-là, il avait dû mettre une cravate qui convient à un président. Alors, je note quand même, à sa décharge, qu'il a, lors d'une conférence de presse avec Biden, il a parlé en français. Contre toute attente, c'est extraordinaire. Tout d'un coup, monsieur se met à parler en français, alors qu'en général, il préfère parler en anglais en toutes circonstances. Bon, voilà. Alors, donc le 23 novembre, que nous disait-il? Il tweetait: toute frappe contre des infrastructures civiles constitue un crime de guerre. C'était quand les Russes ont commencé leur campagne contre les centrales électriques ukrainiennes. Alors, je rappellerai aussi que ça ne vise pas seulement les civils. Plus d'électricité, plus de trains et plus d'acheminement des munitions, des armes, des matériels vers la ligne de front. Je pense que c'est plus expédient de priver les voies ferrées d'électricité et d'assécher le théâtre d'affrontement plutôt que de tirer sur des civils eux-mêmes. Alors, et donc, M. Macron, qui s'érige en je ne sais pas quoi, ajoutait qu'un tel crime ne peut rester impuni. Voilà. Alors, menaçant implicitement, d'ailleurs, la guerre d'un procès ou d'une comparution devant. Alors, c'est un leitmotiv, hein, c'est récurrent, devant un tribunal international dans une sorte de répétition. Donc, Nuremberg. Vous savez qu'à l'issue de Nuremberg, il y a un certain nombre de dirigeants allemands qui ont été pendus, en application d'ailleurs et en contradiction avec un principe fondamental et universel du droit. C'était déjà dans le droit romain. On ne peut pas appliquer une règle juridique qui a été prise postérieurement à l'acte. Donc, mais Nuremberg a ouvert cette voie extraordinaire. On a créé un crime, toutes sortes de crimes, notamment le crime de génocide, et on a appliqué des sanctions pour un crime qui n'était pas qualifié pénalement, ni internationalement, ni privativement, ni nationalement pour ça. Donc, les frappes russes sur les infrastructures, ce sont répétons-le, des crimes de guerre qui ne peuvent rester impunis. Alors, Monsieur Macron est très oublieux, hein, il a une petite cervelle, mais c'est vrai, il a une petite cervelle. On nous a dit à l'occasion de ses vœux devant quelques livres qu'il n'a jamais lus, bien évidemment, quelques livres, on a dit c'est un fin lettré. Mais non, Monsieur Macron, il y a que les cireurs de bottes qui trouvent que Monsieur Macron est un fin lettré. Monsieur Macron est un fin illettré. D'ailleurs, sa maîtrise du français, qui est légèrement supérieure à celle de Monsieur Sarkozy, montre à quel point Monsieur Macron n'est pas l'homme que l'on voudrait que les médias soient. Alors, Monsieur Macron a oublié que
quand on bombardait la fédération yougoslave et notamment la Serbie, le Belgrade, la capitale serbe, avait été le 4 mai 1999 a été plongé dans le noir. Alors c'était plus l'hiver, en mai, mais enfin quand même. Là, ça ne gênait personne. Quand l'Amérique utilisait des bombes au graphite pour bousiller, mettre hors service les centrales électriques, c'était très bien. Voilà. Monsieur Macron ne se souvient pas de ça, mais il est vrai que les règles, les fameuses règles de la communauté internationale aujourd'hui, la communauté internationale est réduite aux acquets. Hein. C'est les États-Unis, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Royaume-Uni, et puis la France, l'Allemagne et quelques autres figurants, comme l'Italie par exemple, qui est intervenue, on le sait, dans la guerre de Libye. Voilà. Donc, mais faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Donc, ce sont des règles à géométrie variable, et la morale aussi est extraordinairement à géométrie variable. Là, on peut penser que les bombardements américains étaient les bombardements du bien, et qu'aujourd'hui, lorsqu'une centrale électrique est détruite en Ukraine, ce sont des bombes du mal qui tombent. Bon, vous m'expliquerez le distinguo. Hein. Oui, le camp du bien, le bien des États-Unis, on est d'accord, pour le bien pour leur économie. La guerre, une bonne affaire, hein, comme on peut dire. Ah, ben, la guerre est une excellente affaire, cher monsieur. Cher monsieur V. Ah là là. L'Amérique sont certainement les Anglais qui ont saboté les deux gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2, pour pousser l'Allemagne, pour pousser la France et le reste. L'Italie achète son pétrole en Libye. Ils ont cette chance, eux. Et ça sera de nous faire acheter le gaz de schiste américain, qui est très polluant. Imaginez aussi la noria de bateaux méthaniers qui consomment des tonnes et des tonnes de fuel pour tracer leur chemin à travers l'océan Atlantique. Là, on ne parle pas de bilan carbone dans ces cas-là. Et donc, on va faire tourner, on va acheter un gaz de très mauvaise qualité, très cher, 4 fois le prix du marché américain, 4 fois. Il va falloir construire des terminaux, des usines de déliquéfaction du gaz. Pardon, oui, je vous fais rire. C'est le début de l'année, hein, que voulez-vous. Ça sont les reliquats, les reliquats des festivités, parce que nous avons beaucoup de choses à fêter, et même d'où l'obligation de festoyer pendant qu'il en est encore temps, pendant qu'il y a encore du pain dans nos boulangeries. Donc la guerre est une extraordinairement bonne affaire pour que ce soit l'appareil militaro-industriel. Encore que là aussi, les réserves stratégiques doivent commencer à s'épuiser, et puis l'industrie, il faut qu'elle tourne. Et si que cela plaise au ciel, please, que cela plaise au ciel, faites que les républicains s'entendent à la Chambre des représentants et mettre un holà à tout ça, freine un peu cette guerre. Ça serait la meilleure des choses. Alors, Monsieur Bidin, qui prend des textes à tour de bras, parce qu'il il se dit bien, en tout cas, c'est son entourage, c'est pas lui, il n'en est pas capable, le pauvre, prête des décisions présidentielles en urgence, ça tombe et on en découvre tous les jours. Il y a le fameux Inflation Reduction Act, qui est un plan d'investissement de 430 milliards de dollars, qui a pour but de créer une filière automobile électrique américaine, pour décarboner évidemment l'économie et favoriser la transition énergétique. Eux aussi sont là-dessus. Et puis surtout couper le cordon ombilical avec la Chine, puisque tout est fait en Chine ou presque. Mais alors, tout ça est bel et bon, mais ces mesures, cet Inflation Reduction Act fait fi de la sacro-sainte loi, règle absolue, le mantra total et définitif de la concurrence pure et non faussée.
Donc ces 430 milliards vont être destinés à encourager les investissements, mais en même temps, le prévoit de donner des crédits d'impôt de 7 500 $ consentis aux acheteurs de voitures électriques américaines, qui ne s'appliquera qu'au modèle des constructeurs américains. Donc, quand il s'agit de faire du protectionnisme, qui est la chose la plus, l'abomination des abominations pour un libéral et plus encore pour un ultralibéral, on voit bien que ça ne les gêne pas. Donc, on peut le dire pour l'Amérique, pour certains en Amérique, pas pour tous, pour les super riches, l'Ukraine, c'est le jackpot. Alors que nous, Européens et pauvres Européens et Français, sont confrontés à des risques de pénurie qui seront récurrentes. Alors bien sûr, on a 40 réacteurs qui sont maintenant qui tournent, je ne sais pas s'ils tournent à plein régime, sur les 56, sur le parc de 56, mais enfin bon, on n'a pas réouvert Fessenheim, qui était en parfait état de marche jusqu'au moment où on l'a arrêté. Et donc, nous sommes menacés de récession. Encore une fois, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, le gaz de schiste sera facturé 4 fois le prix du marché intérieur américain et encore une fois, l'industrie de l'armement tourne à plein régime. Il faut bien noter que ce qui fait caler la Russie, il faut le dire, ça a été dit, mais c'est déjà oublié. Ce qui fait caler la Russie, c'est qu'elle n'affronte pas les Ukrainiens dont on vante tous les jours le courage extrême. Je dis pas que les soldats ukrainiens n'ont pas de courage extrême, mais ils ont derrière eux aussi des services spéciaux qui ont l'arme au poing et qui abattent le cas échéant ceux qui reculent. Ça, on ne le dit pas. Mais il y a des Américains qui commencent à le dire aussi. Et n'affrontent pas le courage des soldats américains ou le génie militaire de M. Zelensky, qui n'est qu'un génie de la communication, ce qui est déjà beaucoup par les temps qui courent, ils affrontent le complexe militaro-industriel américain. C'est l'Amérique que l'Ukraine affronte. Beaucoup ont dit que si les armes n'étaient pas mises à affluer en Ukraine, le conflit se serait terminé au bout de 2 semaines. Non pas faute de combattants, mais faute d'armes. Voilà, et c'est ce sur quoi ont dû tabler les militaires et l'entourage de M. Poutine, un entourage qui n'était quand même pas très enthousiaste à l'idée d'aller livrer cette opération spéciale. Comme également en 40, M. Staline a jeté vague après vague de la chair à canon, mais les camions étaient américains, la plupart des Américains étaient, ça on le dit pas, hein, personne ne s'en vante, mais la plupart des armements qui arrivaient, c'était aussi l'industrie américaine qui les fournissait. Donc l'histoire se répète, comme les questions de sécurité se posaient en 37, 38, 39, la même chose, et comme il y a eu des refus, des dénis de discussion à l'époque, je n'ai pas à revenir sur Munich, etc. C'est encore autre chose. Comme toutes les fautes ont été commises pour pousser, j'imagine, l'Allemagne à la guerre, et l'Angleterre a joué un rôle extrêmement négatif, néfaste en l'occurrence, pour pousser l'Allemagne à la guerre. Là, on a poussé aussi la Russie à la guerre. Je rappelle une fois pour toutes et en ce début d'année que la guerre n'a pas commencé le 24 février 2022, mais a commencé en 2014 et que entre-temps, les gens du Donbass qui étaient enfermés dans leur cave, familles, vieillards, enfants, ont été bombardés pendant 7 ans. Et pendant 7 ans, il y a eu 13 à 14 000 morts. Ça, on l'oublie, c'est quand même un acte de guerre, et c'est un crime de guerre de faire 13 à 14 000 morts avec le plein aval, encore une fois, des États-Unis qui veulent, comme partout ailleurs, un changement de régime, puisque le bouc émissaire le plus gros, le plus dodu, c'est M. Poutine, et qui est un monstre, qui est un prédateur, qui est un fou, tout le monde le sait, et c'est lui qu'il faut envoyé à Patresse, puisque on a vu sur les réseaux et même dans la bouche de certains officiels occidentaux, on appelait à l'assassinat, à l'élimination de M. Poutine. Voilà, donc nous sommes engagés dans un méchant piège et il faudrait en sortir.
vite le Frexit, mais il n'y aura pas de Frexit tant qu'il y aura, tant que M. Macron sera aux affaires et tant qu'il sera soutenu par toute la gauche et l'extrême gauche. Pour moi, la gauche et l'extrême gauche commençant avec nos républicains qui s'appellent quoi, Renaissance? Non, c'est pas Renaissance. Comment s'appelle-t-il? Enfin, j'en sais rien. Renaissance. Non, Renaissance, c'est les macronistes. Ça change tout le temps de nom. Les républicains. Bon, ils s'appellent toujours les républicains, vous croyez? Bon, alors les républicains. C'est pas Monsieur Ciotti qui va nous sortir d'affaires, ça je peux vous le garantir. Il faudrait que les langues se délient, parce que c'est encore aussi une guerre de l'information. Il faudrait que l'information, la vraie, parvienne aux oreilles des Français, de la population. On peut du coup évoquer le retour l'arrivée de d'Elon Musk à la tête de Twitter. Peut-être que pour faire gagner un peu plus de liberté d'expression, peut-être que l'idéologie progressiste perdra du terrain. Alors, Monsieur V, pour ne pas conclure, d'ailleurs, je signale avant la conclusion tout à fait définitive que je donne à ce sujet, au sujet de l'Apocalypse. L'Apocalypse, étymologiquement, voulait dire déchirement du voile de l'illusion, du voile de Maya, c'est la révélation, c'est le dévoilement. À propos de l'Apocalypse et de l'Empire du mensonge, bien nommé par le président Poutine, mais aussi par l'un de mes livres qui s'appelait L'Empire du mensonge et qui est paru aux éditions, les éditions des Cimes. Voilà, ex-librairie française qui a disparu. Donc, cette ère de l'apocalypse, du dévoilement, on entre peut-être, et là, c'est une parole d'optimisme, une parole d'espoir et même d'espérance que cette ère va s'ouvrir. Alors, le samedi 14 janvier, c'est-à-dire dans 10 jours, même pas, 8 jours, je donne avec Laurent Guyeno, qui a publié un livre récemment sur aussi cet immense trucage qui a été l'assassinat du président Kennedy. Nous donnons tous les deux une conférence à cette association qui s'appelle l'Entraide Savoyarde à Aix-les-Bains. Voilà, renseignez-vous et nous vous suggérons, nous vous recommandons chaudement d'y assister parce que l'information, comme vient de le dire Monsieur V, très bien, l'information doit circuler et elle circule très mal. Chacun étant enfermé dans sa petite bulle, dans sa petite monade, ne voyant que, encore une fois, n'ayant que son propre petit réseau. Je ne dis pas qu'on est nombriliste, mais on ne pratique pas ce que la gauche veut faire, c'est-à-dire l'interconnexion des réseaux et la convergence des luttes. Ça serait il faut que l'individualisme aussi est une de nos maladies endémiques. Nous devons sortir de cette. Peu importe si les autres ne partagent pas totalement les mêmes idées que nous, partageons justement ce que nous avons en commun et cette nécessité de lutte. Donc je rappelle, Aix-les-Bains, l'Entraide Savoyarde, le samedi 14 janvier avec Laurent Guyeno, une conférence sur l'Empire du mensonge. Alors, cet empire du mensonge va-t-il voler en éclats? Oui, Musk, on en parle très peu, Elon Musk, qui est une sorte de génie entrepreneurial et d'ingénieur aussi, un homme un peu de la Renaissance, en quelque sorte. À la Renaissance, on pratiquait ce qu'on appelait l'humanisme. Rien à voir avec l'humanisme d'aujourd'hui. L'humanisme, c'était un universalisme de l'intelligence, de la compréhension et de la connaissance. Donc, je crois qu'il commence à lâcher beaucoup d'informations et dont on ne parle pas ici et que ça commence à faire du bruit. Il y a peu de temps, une équipe qui n'appartient pas à Musk a relâché un rapport sur le fameux ordinateur de Hunter Biden et qui a été diffusé auprès de tous les membres du Congrès, auprès d'un certain nombre de personnalités et de journalistes aux États-Unis. Donc l'information commence à filtrer. On peut penser que
par capillarité ou elle va remonter par percolation, plus encore que par capillarité, elle va remonter vers les sommets et il y aura peut-être un séisme de ce côté-là. Nous sommes, je l'espère, je le souhaite, je nous le souhaite, je vous le souhaite, arrivés à l'âge des révélations. Maintenant, le voile, le tissu de mensonges va se déchirer et l'on va tout savoir sur le rôle du FBI à l'intérieur pour brider, mais c'est aussi bien sur les politiques autoritaires de vaccination, sachant que l'Union, c'est le Conseil d'État français, vient de reconnaître l'obligation vaccinale, vient d'admettre l'obligation vaccinale, le Conseil d'État, hein, et le passeport sanitaire. Il serait temps de desserrer les taux, de desserrer le collier étrangleur qui nous asphyxie et de faire la vérité, encore une fois, sur la politique de gestion. Il y a un certain nombre de procès en cours en France et en Europe, notamment de la part de Suisses, qui sont des gens qui ont encore microscopiquement de liberté de parole et d'expression. Pas autant qu'il le faudrait, mais un peu plus que nous. Donc, de savoir exactement ce qu'il en a été et de renvoyer. En fait, si quelqu'un doit aller devant, et je conclurai là-dessus, devant un tribunal de Nuremberg, c'est peut-être Monsieur Macron, Madame von der Leyen et Monsieur Anthony Fauci aux États-Unis, Monsieur Delfrécy en France, qui commence à battre en retraite l'âge du lest. C'est peut-être pas par hasard si la Chine a tourné le dos à sa politique de zéro Covid et a libéré en pensant qu'aujourd'hui le Covid n'a jamais été certainement autre chose qu'une très grosse méchante grippe et que cette méchante grippe devient de plus en plus anodine. Elle le sera au fil des ans puisqu'elle s'est installée durablement dans nos sociétés. Haut les cœurs, encore une fois, les meilleures bonnes choses à toutes et tous, et à vous, Monsieur V. Merci et beaucoup. on se dit, si vous en êtes d'accord, Monsieur V, on se dit à très bientôt. Envoyez des questions auxquelles nous pourrons répondre dans ces petites interventions, toujours un peu trop improvisées, un peu trop artisanales, mais peut-être qu'un jour nous aurons les moyens de faire mieux. Sur le vif, toujours sur le vif, dans l'urgence. Écoutez, si Dieu veut, nous nous retrouverons. Très bonne année à vous, Monsieur Vernochet, à vous, chers auditeurs. Sur ces belles paroles, eh bien, je vous dis à bientôt. Au revoir à toutes et tous.